Je me souviens de cette soirée comme si elle appartenait à un rêve. Le bar était tamisé, les lumières rouges et dorées dessinaient des ombres étranges sur les murs couverts de miroirs. La musique de jazz coulait doucement, mêlée au murmure des conversations et au cliquetis des verres. J'étais seule, installée sur un tabouret près du comptoir, le dos droit, une cigarette fine entre mes doigts. J'observais les allées et venues, les rires étouffés, les gestes furtifs, comme si j'étais à la fois actrice et spectatrice d'un théâtre secret. C'est à ce moment-là que je t'ai vu. Tu entrais discrètement, mais j'ai remarqué immédiatement ton hésitation, ce léger flottement avant de t'avancer vers le bar. Tu avais l'air d'un étranger ici, quelqu'un qui cherchait sa place dans ce décor bruyant et intime. Tu as commandé un verre, et je sentais déjà ton regard glisser vers moi, avec une curiosité mêlée d'un doute. J'ai décidé de parler la première, mais sans me tourner. Je voulais que tu comprennes que ce n'était pas une invitation légère, mais une ouverture vers quelque chose d'autre, quelque chose de plus profond. Je t'ai dit que les bars comme celui-ci gardaient toujours des secrets, que les gens venaient ici non pas seulement pour boire, mais pour être écoutés, pour déposer un fragment de leur vie dans l'ombre d'un inconnu. Alors je t'ai confié que j'avais une histoire. Pas une histoire ordinaire, pas un simple souvenir, mais un récit qui m'accompagnait depuis des années, un fil invisible que j'avais suivi à travers les villes, les saisons, les visages. Une histoire trop lourde pour rester enfermée, mais trop fragile pour être donnée à n'importe qui. Je t'ai observé du coin de l'œil. Tu ne bougeais presque pas, mais je percevais ton silence comme une invitation à continuer. Je savais que tu voulais en entendre davantage, même si tu ne l'avouais pas encore. J'ai souri légèrement, et j'ai dit que si tu acceptais de rester, je pourrais commencer à te révéler une partie de ce que j'avais vécu. Une confession intime, offerte dans le tumulte discret d'un bar de nuit. Cette nuit-là, je t'ai choisi comme témoin. Pas parce que tu étais le plus attentif, ni le plus séduisant, mais parce que tu avais dans ton regard cette étincelle de distance, comme si tu étais prêt à recevoir une vérité qui ne t'appartenait pas encore. Et ainsi, entre deux verres et la fumée bleue des cigarettes, j'ai ouvert le premier chapitre de ma vie, celui que je n'avais jamais raconté à personne. Je t'ai dit que tout avait commencé un matin gris, dans une petite ville où je n'avais jamais vraiment trouvé ma place. J'avais 20 ans à peine, et déjà le sentiment que ma vie n'était pas la mienne. Les rues que je parcourais chaque jour me semblaient étroites, les regards trop curieux, les routines trop pesantes. J'observais les mêmes vitrines, j'entendais les mêmes cloches d'église, et je savais que si je restais, je deviendrais une copie de toutes ces femmes qui marchaient avant moi, enfermées dans une existence qui ne leur appartenait pas. Alors j'ai pris une décision. Une valise, un billet de train, et un silence à offrir à ceux qui auraient voulu des explications. Je n'ai laissé qu'une lettre courte, quelques mots griffonnés pour dire que je partais, sans savoir quand ni si je reviendrais. À cette époque, je croyais que le courage, c'était simplement fuir, briser le cercle avant qu'il ne se referme. Je me souviens encore du train. Les vibrations sous mes pieds, les paysages qui défilaient à travers la vitre,
et ce mélange de peur et d'excitation dans ma poitrine. Je regardais les champs s'étirer, les maisons disparaître, et je me sentais à la fois minuscule et infiniment libre. Chaque kilomètre me détachait un peu plus de mon passé, comme si j'arrachais page après page d'un livre que je refusais de terminer. J'avais choisi Paris comme première destination. Non pas parce que je connaissais la ville, mais parce qu'elle brillait dans mon imagination comme une promesse. Les cafés, les boulevards, les nuits sans fin. J'étais persuadée que là-bas, je pourrais me réinventer, me perdre et me retrouver dans le même souffle. Quand le train est entré dans la gare, j'ai senti une chaleur étrange monter en moi. Les pas précipités des voyageurs, les annonces métalliques, les taxis qui attendaient dehors. Tout semblait plus rapide, plus bruyant, plus vivant. J'avais l'impression de plonger dans une mer agitée après des années passées au bord d'un lac calme. Je t'ai confié que je n'avais rien planifié. Pas d'adresse, pas de travail, pas de contact. Seulement mon envie d'exister autrement, de me laisser porter par ce que je trouverais sur ma route. Tu as froncé légèrement les sourcils en m'écoutant, peut-être surpris par cette naïveté, ou peut-être intrigué par cette soif de liberté. Je t'ai dit que cette décision avait marqué le début de tout. Chaque rencontre, chaque erreur, chaque nuit blanche, elles étaient nées de ce premier pas dans l'inconnu. En ce moment précis, en te parlant, je me demande encore si j'avais vraiment choisi Paris, ou si c'était Paris qui m'avait choisi. Je t'ai dit que mes premiers jours à Paris étaient faits d'errance. Je marchais sans but précis, laissant mes pas me guider dans des rues dont je ne connaissais ni les noms ni les histoires. Tout me paraissait vaste et vertigineux, les façades immenses, les trottoirs débordants, les cafés toujours animés. J'avais le sentiment que la ville respirait d'une façon que je ne pouvais pas encore comprendre, mais que je voulais apprendre à écouter. La première nuit, je n'ai pas dormi dans un hôtel. J'ai trouvé une petite chambre au-dessus d'un café, pas loin de Montparnasse. Le patron avait accepté, après un échange rapide, de me louer une chambre minuscule avec un lit étroit et une fenêtre donnant sur une cour intérieure. Les murs transpiraient l'humidité et l'odeur de café s'infiltrait jusque dans mes draps. Pourtant, je me suis sentie à ma place, comme si ce décor modeste devenait le théâtre de ma liberté nouvelle. Je descendais chaque soir m'asseoir au bar du café. Les habitués parlaient vite, riaient fort, et j'écoutais leurs conversations comme on écoute une musique étrangère. Je comprenais peu, mais j'étais fascinée. Je commandais un verre de vin que je ne finissais jamais, et j'attendais. J'attendais que quelque chose se produise, que la ville me parle à travers ces inconnus. C'est là que j'ai fait ma première rencontre. Un homme d'une cinquantaine d'années, élégant mais fatigué, s'est approché de moi. Il m'a demandé si j'étais nouvelle dans le quartier. Je lui ai répondu avec hésitation, en cherchant mes mots, et il a souri, amusé par mon accent. Il m'a dit qu'il avait voyagé aux États-Unis autrefois, et il a évoqué ses souvenirs avec une tendresse nostalgique. Je me suis sentie moins étrangère en l'écoutant, comme si une passerelle fragile venait de se créer entre mon passé et ce présent incertain. Il m'a conseillé de ne pas avoir peur de la ville,
de me perdre volontairement dans ces rues, car c'était, disait-il, la meilleure façon de la comprendre. Puis il est parti, me laissant seul avec ces mots. Cette nuit-là, en remontant dans ma chambre, j'ai senti une étrange énergie m'envahir. Comme si Paris commençait doucement à m'ouvrir ses portes. Je t'ai confié, en te regardant dans ce bar où nous sommes, que cette première semaine avait marqué ma peau comme une brûlure douce. J'étais épuisée, perdue, mais en même temps vivante comme jamais. Chaque pas était un risque, chaque visage une promesse. Et dans le silence de ma chambre, je me répétais que je ne devais pas regretter. Jamais. Après quelques jours à errer sans direction, j'ai compris que Paris avait deux visages. Le premier, celui des façades éclatantes, des terrasses pleines à midi et des musées imposants, brillait sous la lumière du jour. Mais le second, celui que je découvrais avec lenteur, appartenait à la nuit. C'était une ville différente, presque secrète, où les rues semblaient se plier à d'autres lois, où les regards changeaient et où le temps se diluait. Je me souviens de ma première vraie sortie nocturne. Une jeune serveuse du café où je descendais chaque soir m'avait proposé de la suivre après son service. Elle avait dans ses yeux une lueur malicieuse et, sans réfléchir, j'avais accepté. Nous avons pris le métro jusqu'à un quartier que je ne connaissais pas, et déjà le trajet me paraissait irréel. Les wagons résonnaient de rires et de conversations rapides, et je me sentais flotter entre deux mondes, étrangère et complice à la fois. Nous sommes arrivés devant une porte discrète, sans enseigne, seulement éclairée par une lampe rougeâtre. À l'intérieur, la fumée épaississait l'air, les murs étaient couverts d'affiches déchirées, et la musique vibrait dans chaque pore de ma peau. C'était un bar clandestin, fréquenté par des étudiants, des artistes, des silhouettes qui semblaient vivre en marge du reste du monde. Personne ne me connaissait, mais je n'étais pas invisible. On me regardait comme une apparition étrangère, et cela me troublait. La serveuse me présenta à ses amis. Ils parlaient vite, riaient, m'interrogeaient sur ma vie, et je répondais du mieux que je pouvais, parfois maladroitement, parfois avec une sincérité désarmante. Eux trouvaient mon accent charmant. Je découvrais alors que mes hésitations pouvaient devenir une force, un charme que je n'avais jamais envisagé. Je bus plus que d'habitude. Le vin coulait, et la musique me portait. À un moment, quelqu'un me prit par la main pour m'emmener danser. La piste n'était qu'un coin de la salle, mais il y avait là une énergie que je n'avais jamais connue. Mon corps bougeait sans que je le commande vraiment, et je sentais que chaque geste m'arrachait un peu plus à la timidité qui m'avait suivi depuis mon arrivée. Quand je suis sortie enfin, il était presque l'aube. La serveuse riait, en me disant que c'était seulement le début, que Paris ne se révélait vraiment qu'à ceux qui savaient veiller. Nous avons marché dans les rues désertes, où les pavés semblaient garder encore la chaleur des pas de la nuit. Je respirais fort, les cheveux collés à ma peau, et je me disais que quelque chose venait de s'ouvrir en moi. Je t'avoue maintenant, en te regardant dans ce bar, que c'est à partir de cette nuit-là que je n'ai plus jamais été la même. Après cette première nuit, je ne pouvais plus rester enfermée dans ma chambre. Chaque soir devenait une promesse,
comme si la ville m'appelait et que je n'avais d'autre choix que d'y répondre. J'avais encore mes habitudes d'étrangère hésitante le jour, mais dès que la lumière tombait, je sentais une autre version de moi se réveiller. La serveuse me recontacta quelques jours plus tard. Elle voulait me présenter à un groupe d'amis qui se réunissait régulièrement dans un appartement près de Belleville. J'acceptai, sans vraiment réfléchir. Quand je suis arrivée, j'ai trouvé une grande pièce presque nue, avec seulement quelques canapés dépareillés, des bouteilles sur la table basse et des rideaux tirés pour cacher la vue de la rue. La musique venait d'un vieux tourne-disque qui grésillait doucement. Ils étaient une dizaine, assis en cercle, chacun avec un verre à la main. Les conversations allaient vite, mélangeant français, anglais et parfois même d'autres langues que je ne reconnaissais pas. On m'a fait une place, on m'a tendu un verre, et j'ai senti leur regard curieux se poser sur moi. J'étais l'invité, l'inconnu, et en même temps, j'avais l'impression de les connaître depuis toujours. L'un d'eux, un jeune homme aux cheveux noirs et aux yeux perçants, me demanda pourquoi j'étais venu en France. Sa voix n'était pas agressive, mais il y avait dans sa question une intensité étrange. Je répondis que je cherchais quelque chose, sans savoir quoi exactement. Il rit doucement et dit que c'était la seule vraie raison de voyager. Les autres approuvèrent en silence, comme s'ils partageaient un secret que je n'avais pas encore découvert. La soirée prit une tournure inattendue. Certains sortaient des carnets pour lire des poèmes, d'autres improvisaient des histoires. On parlait d'art, de politique, de rêves étranges. Chaque mot semblait flotter dans l'air épais de fumée et d'alcool. Je n'avais pas toujours les mots justes en français, mais personne ne se moquait. On m'écoutait, on traduisait pour moi, on m'encourageait à continuer. C'était comme une initiation. À un moment, la lumière faiblit et quelqu'un alluma seulement quelques bougies. L'atmosphère changea. Les visages prenaient une allure mystérieuse, presque irréelle. Je voyais les flammes danser dans leurs yeux, et je me demandais dans quel cercle j'étais tombée. Était-ce simplement une bande de jeunes bohèmes, ou bien quelque chose de plus profond, de plus ancien? Quand je repartis à l'aube, seule cette fois, la ville semblait différente. Les rues étaient calmes, mais je sentais encore en moi les échos de leur voix, de leurs regards. Je compris que j'avais franchi une frontière invisible. Je n'étais plus seulement une étrangère de passage, j'étais désormais liée à ce réseau secret de visages inconnus. Et en te racontant cela ce soir, je me demande si toi aussi, tu portes en toi ce désir de franchir les cercles, d'aller plus loin que les apparences. La deuxième rencontre avec ce groupe ne tarda pas. Quelques jours après, je reçus un message bref, sans explication, m'indiquant seulement une adresse différente, dans le 11e arrondissement. J'y allai, poussé par une curiosité plus forte que la prudence. Cette fois, ce n'était pas un appartement mais une arrière-salle de bar, cachée derrière une porte discrète. À l'intérieur, l'ambiance était moins légère, presque solennelle. On me fit asseoir à une table ronde. Les mêmes visages étaient là, mais ils semblaient changer, plus sérieux, concentrés. Le jeune homme aux cheveux noirs,
celui qui m'avait interrogé sur mes raisons de venir en France, me fixa longtemps avant de prendre la parole. Il dit qu'il était temps que je sache pourquoi ces réunions existaient vraiment. Il expliqua que ce cercle n'était pas qu'une bande d'amis bohèmes. Selon lui, il cherchait à réveiller un esprit plus ancien que la ville elle-même, une force qu'ils appelaient seulement l'ombre. C'était à la fois une métaphore et une présence réelle, affirma-t-il, quelque chose qu'on pouvait ressentir si on osait regarder derrière le voile des apparences. Les autres hochaient la tête en silence, comme s'ils avaient déjà entendu ces paroles des dizaines de fois. Je ne savais pas si c'était un jeu, un rituel inventé, ou bien une croyance authentique. Pourtant, à ce moment, je sentis une étrange tension dans l'air, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. On me demanda si j'étais prête à participer. J'acceptais, peut-être par orgueil, peut-être par peur de rester en dehors de ce mystère. Alors, les bougies furent allumées. On me donna un petit carnet noir et on me demanda d'écrire le souvenir le plus douloureux que je portais en moi. J'hésitais, mais sous leur regard, je finis par écrire quelques lignes. Ma main tremblait. Quand je levai les yeux, je vis qu'ils avaient tous fait la même chose. Ensuite, les carnets furent placés au centre de la table. Il y eut un silence lourd. Puis quelqu'un commença à réciter une phrase incompréhensible, dans une langue qui ne ressemblait ni au français ni à l'anglais. Les autres répétèrent en chœur. Je ne compris rien, mais je sentis un frisson courir le long de ma peau. C'était comme si le temps ralentissait, comme si quelque chose s'ouvrait, juste un instant, dans la pénombre. Je ne peux pas dire ce qu'il s'est passé ensuite. Tout se mélange, les visages devenus flous, la lumière des bougies qui vacillaient, le son des voix qui se brouillaient. Quand je revins à moi, la salle était presque vide, et les carnets avaient disparu. En sortant dans la rue, je me demandais si j'avais rêvé. Mais une sensation persistait en moi, un poids nouveau, une cicatrice invisible. Cette nuit-là, je compris que je n'étais plus simplement spectatrice de leur jeu. J'étais entrée dans les ombres de la nuit, et il n'y aurait pas de retour en arrière. Les jours qui suivirent furent étranges, comme si un voile s'était posé sur mon existence. Je me réveillais avec une fatigue que je ne pouvais pas expliquer. Le matin, devant le miroir, mon reflet me semblait différent, mes yeux paraissaient plus sombres, ma peau plus pâle. Pourtant, personne autour de moi ne remarquait rien. Au travail, mes collègues me parlaient normalement, mais je les écoutais à peine. Leur voix me parvenait comme étouffée, lointaine. Une sensation de décalage m'habitait, comme si j'étais présente sans vraiment l'être. Je me souvenais de ce carnet noir, de ces mots que j'avais écrits, et je me demandais où il était allé. Avais-je confié une part de moi à quelque chose d'invisible? Une nuit, je fis un rêve troublant. Je marchais dans les rues de Paris, mais elles étaient vides, plongées dans une obscurité étrange. Les réverbères projetaient une lumière vacillante, et au loin, j'apercevais des silhouettes immobiles. Quand je m'approchai, je vis que c'étaient mes compagnons de la réunion. Ils tenaient chacun un carnet noir contre leur poitrine. Je voulus parler,
mais aucun son ne sortit de ma bouche. Alors, tous se tournèrent vers moi en même temps, leurs yeux brillant d'une lueur irréelle. Je me réveillai en sursaut, le souffle court. Au matin, je crus que ce n'était qu'un mauvais rêve. Pourtant, en enfilant mon manteau, je découvris un petit morceau de papier plié dans la poche. Sur le papier, il y avait seulement une phrase, écrite d'une main que je ne reconnus pas: « Le poids que tu portes ne t'appartient plus. » Je restai figé. Était-ce une coïncidence? Un mauvais tour joué par quelqu'un du groupe? Ou bien une preuve que ce rituel avait ouvert une porte qu'il valait mieux laisser fermer? Ce jour-là, je n'eus pas le courage de me rendre au bureau. J'errai plutôt dans les rues, observant les passants, cherchant des signes. Paris, avec ses bruits, ses voitures, ses cafés animés, semblait indifférente à ma confusion. Mais moi, je sentais ce poids invisible, accroché à mon dos comme une ombre. Je décidai d'éviter toute nouvelle rencontre avec eux. Pourtant, le soir venu, alors que je rentrais chez moi, je crus voir le jeune homme aux cheveux noirs de l'autre côté de la rue. Il ne fit rien, il resta immobile, mais son regard me suivit jusqu'à ma porte. Ce soir-là, je compris qu'il ne suffirait pas de tourner la page. J'avais été choisi, intégré malgré moi à leur cercle. Et ce poids invisible, ce fardeau que je ne pouvais nommer, allait désormais m'accompagner. Je m'étais juré de ne plus les revoir. Après tout, personne ne m'y obligeait. Pourtant, à mesure que les jours passaient, je ressentais une tension étrange, comme une corde invisible qui me tirait vers eux. Chaque soir, au moment où la ville s'assoupissait, une pensée revenait: et si je retournais à l'endroit où tout avait commencé? Je tentais de résister. Je sortais dîner avec des collègues, j'allais au cinéma seul, je marchais longtemps dans les rues pour me fatiguer. Mais rien n'y faisait. Dans ma tête, leur voix murmurait encore, comme une chanson obsédante dont on ne parvient pas à se défaire. Une nuit, alors que je rentrais tard, je trouvai un petit carnet posé devant ma porte. Ce n'était pas le mien. Sa couverture noire était identique, mais à l'intérieur, les pages n'étaient pas vierges. Sur chacune, il y avait un seul mot, répété encore et encore: reviens. Je crus d'abord à une mauvaise plaisanterie. Pourtant, en caressant le papier, je sentis que les lettres avaient été tracées avec soin, presque avec une dévotion inquiétante. Je ne dormis pas allongé sur mon lit, je fixai le plafond, cherchant une explication rationnelle. Mais au fond, je savais déjà, il m'avait trouvé, et il n'avait pas l'intention de me laisser partir. Le lendemain, je marchais au hasard, espérant me distraire. J'entrai dans une petite librairie du quartier latin, où l'odeur du vieux papier et du café me rassura. Je feuilletai un ouvrage sur les sociétés secrètes en Europe. Une phrase attira mon attention: ceux qui partagent un rituel portent à jamais une marque invisible. Je refermai le livre avec un frisson. Était-ce cela, cette sensation qui me suivait depuis la réunion? En sortant, je crus apercevoir une silhouette familière au coin de la rue. Une femme, élégante, vêtue d'un manteau rouge. Elle semblait attendre,
mais quand je fis quelques pas vers elle, elle disparut dans la foule. Était-ce une hallucination? Ou bien l'un d'eux veillait-il sur moi, m'observant de loin? Ce soir-là, je cédai. J'ouvris le carnet noir que j'avais gardé, au lieu de l'ignorer, je laissai ma main écrire. Les mots surgirent d'eux-mêmes, sans que je les contrôle, je suis prête. En refermant le carnet, je sus que je venais de leur répondre, même si aucun d'eux n'était présent. J'avais franchi une nouvelle étape. Le cercle m'appelait, et malgré la peur, une part de moi brûlait d'y retourner. Le soir venu, je sentis qu'il n'y avait plus de retour possible. Le carnet était posé sur ma table, fermé, mais je savais que le message avait déjà été transmis. Quand je sortis de chez moi, l'air semblait plus lourd, presque électrique, comme si la ville retenait son souffle. Je marchais sans vraiment choisir ma direction. Mes pas me conduisirent d'eux-mêmes vers le vieux quartier, là où tout avait commencé. Les rues étaient presque vides, seulement quelques ombres pressées, et le silence vibrait d'une tension étrange. Je descendis dans la ruelle étroite, poussai la porte de pierre, et la même salle s'ouvrit devant moi, illuminée par les flammes vacillantes. Ils étaient déjà là. Le cercle complet m'attendait, chacun vêtu de noir, le visage grave. Je perçus dans leurs regards ni surprise ni doute, mais une sorte d'évidence. J'étais revenu, et ils savaient que je le ferais. On m'invita à entrer dans le cercle, à poser ma main au centre, comme la première fois. Une voix, celle du maître aux yeux sombres, s'éleva. Elle expliqua que ce soir n'était pas comme les autres, que chaque cycle avait sa fin, et que le mien approchait. J'entendis ces mots comme un verdict, mais étrangement, je ne ressentis pas de peur. Au contraire, une paix glacée m'envahit, comme si j'avais enfin trouvé ma place. Le rituel commença. Les chants résonnaient plus intenses, plus graves, et la lueur des flammes dessinait des formes mouvantes sur les murs. Je fermai les yeux. Dans le noir, je crus entendre ma propre voix se mêler aux leurs, alors que je n'avais pas prononcé un mot. Une chaleur monta dans ma poitrine, puis un vertige. Quand je rouvris les yeux, la salle semblait plus vaste, infinie. Les silhouettes autour de moi s'étaient fondues dans une obscurité liquide, et je ne distinguais plus leurs visages. Je ne savais plus si je rêvais, si j'étais encore moi, ou si quelque chose m'avait déjà absorbé. Le maître s'approcha. Sa main toucha la mienne, froide et ferme. Il dit que désormais, je n'étais plus une invitée, mais l'une des leurs. Que ma vie d'avant s'effaçait, comme les pages d'un carnet brûlé. Que cette nuit serait la dernière où je marcherais seule. Je voulus protester, mais aucun son ne sortit de ma bouche. Je compris que la décision n'était plus mienne. Le cercle s'était refermé. Quand la flamme finale s'éteignit, je ne ressentis plus ni peur, ni doute, ni même mon propre nom. Il ne resta que le silence, et cette certitude implacable, je n'étais plus dehors. J'étais dedans. Pour toujours.